Bonjour à tous, à ceux que je connais et à ceux que je ne connais pas. Bienvenue donc à cette restitution. Merci d'être venus. Alors je vais essayer de parler pas trop vite, notamment pour notre invité étranger, et assez vite pour ne pas dépasser du temps. C'est un challenge. Donc dans un premier temps, nous allons voir, comme l'a dit Sylvia, une restitution des connaissances qu'on a acquises pendant ces 2 ans de travail sur les lagunes temporaires et vous présenter le programme d'action qui a été proposé par le Conservatoire botanique à la suite de ces études. Donc, les lagunes, tout d'abord, de façon générale, sont un habitat d'intérêt communautaire de la directive Habitat européenne qui, en France, ont été retranscrits dans 2 fiches des cahiers d'habitat français, donc les fiches 1151 et 1152, d'où le nom 1150 qui est le nom européen, et sont séparés par leur assujettissement aux marées. Et grosso modo, ça sépare d'un côté les lagunes atlantiques des lagunes méditerranéennes. Ces lagunes présentent de nombreux services écosystémiques, que ce soit la pêche, les loisirs nautiques, mais aussi un service de tampon entre terre et mer. Donc en recevant les surplus d'eau liés aux fortes pluies, mais aussi les submersions marines lors des tempêtes. Donc ces nombreux usages, en fait, les exposent à des impacts anthropiques importants, que ce soit des changements de leur fonctionnement naturel hydraulique ou des accumulations de produits chimiques. Pardon, je reprends juste un tout petit peu mon zoom. Donc de produits chimiques dus aux apports des zones urbaines, industrielles ou agricoles dans le bassin versant auquel elles appartiennent. Tous ces changements de leur fonctionnement naturel peuvent engendrer des changements importants dans leur biodiversité et notamment dans leurs herbiers. Donc en Méditerranée, le milieu lagunaire représente un peu plus de 129 000 hectares sur l'ensemble des 3 régions, donc Occitanie, Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse. Nous nous sommes concentrés sur la partie continentale et de façon donc toute particulière à la Méditerranée, le climat méditerranéen engendre une forte évaporation estivale qui va entraîner l'assèchement annuel de petites pièces d'eau salées qui sont connues pour abriter des macrophytes spécifiques et surtout protégées pour certains. Ces pièces d'eau, nous allons les appeler les lagunes temporaires méditerranéennes ou LTM. De façon générale, les lagunes sont à l'interface géographique entre terre et mer et les lagunes temporaires sont en plus à l'interface écologique des systèmes terrestres et des systèmes aquatiques, puisque en eau une partie de l'année et en a sec une autre partie. Cette interface écologique peut se traduire à la fois par une ressemblance dans le fonctionnement hydrologique aux mares temporaires, mais aussi par une mosaïque avec des habitats terrestres inondés une partie de l'année, comme les Sansuires, et enfin par une salinité qui varie à la fois entre lagunes, mais aussi au sein d'une même année dans une lagune avec l'assèchement. Et donc cette salinité peut aller de la salinité des lagunes oligoalines à hyperalines. Le manque de prise en compte des lagunes temporaires dans les plans de gestion vient principalement d'un manque de clarté les visant, à la fois une absence de définition qui empêche de les prendre en compte dans les habitats d'intérêt communautaire et donc dans la cartographie des habitats Natura 2000, une méconnaissance de la répartition géographique qui entraîne une non-connaissance de l'importance qu'elle représente au niveau surfacique sur la côte française et un manque de connaissance sur la répartition des espèces qu'elle abrite et donc qui peut engendrer une gestion, notamment hydrologique, qui va être contre-productive pour la préservation de ces espèces protégées. Donc, dans ce projet, le Conservatoire botanique s'est concentré sur 4 questions
pour essayer d'améliorer la prise en compte de ces lagunes temporaires dans les plans de gestion. Donc tout d'abord, développer une définition sur cet habitat qui change à la fois qui est très variable au sein de l'habitat, mais aussi très variable au sein d'une même lagune, d'une année à l'autre, et au sein d'une année. Ensuite, on s'est attelé à mieux définir la répartition de ces lagunes temporaires sur la côte méditerranéenne française continentale. Nous avons cherché à définir quelles étaient les communautés abritées par les lagunes temporaires et si il était possible de mettre en évidence une communauté typique de ces lagunes. Et enfin, on s'est penché sur le fonctionnement écologique des lagunes temporaires et sur la relation entre variables environnementales et présence et couverture des herbiers. Alors, dans un premier temps, le développement de la définition s'est basé sur une étude bibliographique, à la fois sur des définitions scientifiques, sur des définitions des politiques internationales et nationales, et sur des définitions plus centrées sur l'application directe sur le terrain d'intérêt, par le biais d'un questionnaire présenté ici. Donc, nous avons fait 4 corpus de textes. 2 corpus de définition scientifique, donc un premier sur les lagunes permanentes, qui sont les lagunes les plus connues, un deuxième sur les définitions de lagunes temporaires, un troisième donc sur des définitions institutionnelles, sur la prise en compte des lagunes dans les politiques environnementales européennes et leur transcription dans le droit français, espagnol et italien. Et enfin, un corpus, donc issu de définitions qu'on a obtenues par le biais d'un questionnaire qui a été diffusé auprès des acteurs du littoral et qui est donc plus basé sur la représentation des lagunes en direct sur le territoire. Donc, toute cette étude nous a permis de mettre en évidence un nom, donc lagune côtière méditerranéenne temporaire, pas dans ce sens-là, mais voilà, et de le valider au rapport de l'étude de la redondance des thèmes et des mots abordés au sein de tous ces corpus de texte. Et ces lagunes côtières temporaires méditerranéennes sont définies comme des masses d'eau peu profondes, peu affectées par les marées, avec un cycle hydrologique annuel qui est induit par les variations climatiques, et une sécheresse estivale annuelle qui peut, dans certains cas, en fonction des conditions climatiques et des spécificités des pièces d'eau, être bisannuelle à quinquannuelle. Cette fluctuation du niveau d'eau liée à la sécheresse estivale va entraîner également une fluctuation des niveaux de salinité. Cette salinité a un minimum de 5 grammes de sel par litre qui correspond au niveau de salinité des eaux saumâtres. Et donc, en temps de pleine mise en eau, lorsque la lagune est pleine, cette salinité est au moins de 5 grammes par litre. Si elle est en dessous, on ne considère plus que c'est une lagune temporaire. Et donc, suite à cette étude, et au fait qu'on ait repéré la similitude entre les définitions de lagune temporaire et de lagune permanente, on milite pour l'intégration officielle de ce sous-habitat de lagune temporaire au sein de l'habitat d'intérêt communautaire européen 1150, et donc dans les cahiers d'habitat 1150-2 pour la prise en compte des lagunes temporaires au sein des cartographies des zones Natura 2000. Ce travail de définition a fait l'objet d'une publication qui a été acceptée il y a très peu, donc on en est très content, et qui vous sera transmis, si vous le souhaitez, en fait, via un lien de téléchargement suite à ce séminaire. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'étaient les lagunes, on a cherché ensuite à connaître leur répartition sur la côte méditerranéenne continentale pour essayer de repérer leur importance surfacique et voir à quel point il était finalement important ou pas de les prendre en compte dans nos plans de gestion. Cette cartographie est passée par le biais d'un modèle de télédétection
Donc en plusieurs étapes. Tout d'abord, la définition de la zone à étudier, le littoral méditerranéen de France continentale. Et donc, ensuite, ce territoire a été étudié par le biais d'images satellites recouvrant l'entièreté de la zone d'étude, donc qui correspondent à 5 tuiles sur les images satellites Sentinelle-2, et on a récupéré au moins une image par mois par tuile. Donc sur l'ensemble d'une année hydrologique, l'année 2019-2020. Ces images ont tout d'abord été pré-traitées avec une suppression des pixels de nuages et d'ombres qui peuvent interférer avec l'étude de ces images. Et ensuite, plusieurs couches de calcul ont été faites. Donc, tout d'abord, l'hydropériode a été calculée pour chaque pixel. Donc pour ça, une image binaire a été récupérée de chaque image téléchargée et à chaque pixel a été associé le nombre 1 pour les pixels en eau et 0 pour les pixels en à sec. Ensuite, la comparaison des images au niveau temporel nous a permis d'obtenir l'hydropériode, le temps de mise en eau de cette année hydrologique. Ensuite, 2 autres couches ont été calculées. La couche MSAVI2 médiane, qui correspond en fait à un indice de végétation qui nous a permis de supprimer des végétations qui pouvaient interférer également dans l'interprétation de ces pixels et de leur rattachement aux lagunes temporaires, notamment par exemple avec la suppression des roselières. Ensuite, nous avons pris encore en compte un deuxième point qui est l'altitude. Les lagunes temporaires étant des lagunes plutôt basse altitude, proches de la mer, le MNT à 5 mètres a été intégré et nous a permis de supprimer tous les pixels étant supérieurs à 10 mètres d'altitude. Toutes ces couches donc, ont pu être interprétées en lien avec 2 autres couches d'apprentissage, qui sont des couches de présence et d'absence connues de lagunes temporaires, donc en amont, pour permettre ensuite, lors d'une analyse combinée de toutes ces couches dans un modèle linéaire généralisé, de mettre en évidence, donc d'apparier avec une probabilité plus ou moins forte, chaque pixel aux lagunes temporaires ou non. Donc plusieurs seuils de probabilité ont été testés, 50% d'affiliation, 60, 70, et c'est le seuil de 60% qui a été retenu suite à une comparaison des résultats avec une interprétation individuelle par photo-interprétation, donc, et par connaissance, donc par dire d'experts. Une fois qu'on a obtenu cette pré-carte, d'autres traitements ont dû être faits, en fait. Alors, le traitement des faux positifs et des mixels. Les faux positifs, en fait, il s'agit de zones urbaines dont les matériaux peuvent se refléter un peu de la même façon que les zones en eau, et du coup interférer avec l'interprétation des pixels et leur affiliation aux lagunes temporaires. Donc pour ça, une couche basée sur les données de Corinne Landcover ont été utilisées pour supprimer tous les pixels correspondant aux zones urbanisées. Et enfin, d'autres points nous ont posé problème, ce sont les mixels, c'est-à-dire, par exemple, les zones portuaires. Lorsque vous avez un pixel qui prenait une partie de la mer, donc d'eau permanente, et une partie terrestre, ces mixels mi-terrestres, mi-aquatiques étaient parfois interprétés comme temporaires. Et donc, on a créé un buffer de 20 mètres autour de toutes les zones permanentes pour supprimer cet effet mixel. On a finalement obtenu une carte des zones potentielles de lagunes temporaires sur la côte méditerranéenne continentale française. Donc ici, vous avez une interprétation, donc une représentation de la cartographie au niveau des salins du Caban et du Relais. Donc ici, vous n'avez que la partie hydropériode qui est représentée, et vous voyez que, en fait, vous voyez bien en bleu foncé les zones permanentes, mais vous voyez aussi beaucoup de fluctuations de bleu allant de 1 à 11 mois de mise en eau. Et dans ces zones, vous avez notamment les champs ou ce genre de choses, ces inondations,
Et donc l'utilisation de ce modèle de télédétection et de toutes les couches correction nous ont permis d'obtenir sur ce secteur du Salin, du Caban et du Relais une cartographie potentielle des lagunes temporaires ciblée sur cette zone. Donc ce travail réparti sur l'ensemble de notre zone d'étude nous a permis d'obtenir cette cartographie complète des zones potentielles de lagunes temporaires sur la zone d'étude, donc toute la côte continentale française. Voilà. Alors il faut quand même noter que c'est une cartographie des zones potentielles et non pas des zones réelles, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que déjà c'est basé sur une interprétation d'images satellites à 60% de probabilité d'affiliation aux lagunes temporaires, sur des images sur une seule année hydrologique, et comme on l'a dit précédemment, les lagunes temporaires varient beaucoup d'une année à l'autre, et donc si cette année-là, par exemple, certaines lagunes ne se sont pas mises en eau, ou ne se sont pas asséchées, elles n'ont pas pu être repérées. Enfin, un dernier point à mettre en exergue, c'est que cette cartographie n'a pas pu prendre en compte les lagunes en mosaïque avec d'autres habitats. Tout simplement parce que ces zones donnaient des visions de lagunes pures, on va dire, 100% lagunes trop petites. Et donc, pareil, les petites lagunes de moins de 400 mètres carrés n'ont pas pu être repérées, tout simplement du biais de la photo-interprétation qui nous donnait des pixels de 400 mètres carrés. Donc, 87 est souligné, désolé. Donc, cette cartographie doit être complétée par des campagnes de terrain, complétées et validées. Alors, nous, on a profité à la fois des campagnes de terrain de validation pour aussi faire des relevés floristiques dans les lagunes et pour étudier les communautés des lagunes temporaires. Donc, pour chaque lagune prospectée, dans le cadre de cette validation de notre cartographie, nous avons fait une prospection pour rechercher des herbiers, donc entre 10 à 20 minutes, 10 minutes minimum, 20 minutes maximum, pour être le plus cohérent possible dans notre protocole d'échantillonnage, et en fonction de la taille des lagunes aussi. Quand on a une lagune de 400 mètres carrés, quand on a une lagune de 1 hectare, ça ne prend pas le même temps de la traverser. Lorsque la lagune était trop grande, on a fait un protocole dit en 8. Donc, on n'avait pas la possibilité d'arpenter l'entièreté de la lagune. On faisait un quart du pourtour, on traversait en diagonale la lagune, on faisait un quart dans l'autre sens et on retraversait pour revenir à notre point de départ, ce qui nous permettait d'avoir une visibilité d'ensemble des bords de la lagune et de ce qui se passait au milieu, puisque ces lagunes qui s'assèchent ont des effets parfois bordures. L'ensemble des données récoltées nous a permis de faire une étude des groupements végétaux et on a pu mettre en évidence 4 groupes dans nos relais. 2 groupes composés majoritairement d'une seule espèce, la rupie cirosa ou la rupie maritime, un groupe marginal avec très peu de redondance de mise en association d'espèces, donc qui correspond plutôt à aux lagunes ou plutôt aux mares temporaires très peu salées. Donc c'est là que vient la validation. De toute façon, quand on fait la cartographie, on n'a pas d'idée de la salinité des pièces d'eau temporaires que l'on sélectionne. Et du coup, les lagunes étant en cohabitation avec d'autres habitats, y compris des mares temporaires et des zones terrestres à inondation annuelles, on a obtenu aussi donc ces relevés de communautés plutôt liées aux eaux douces à saumâtre. Et enfin, vous avez le groupe vert qui correspond à ce qu'on va appeler la communauté typique des lagunes temporaires. Donc ce sont des lagunes où les communautés végétales sont plutôt très redondantes et associées ensemble. Donc vous avez 4 espèces, la rupia maritime, l'Altenie filiforme, l'Amproptanium papulosum et la rupie cirosa. Donc il est à noter que par exemple, tous les points d'Altenie et de l'Amproptanium appartiennent à ce groupe. Donc on ne les retrouve pas dans les groupes
plutôt pauvres avec une seule espèce ou dans les groupes avec les espèces d'eau douce à saumâtre. À ces 4 espèces, on va ajouter une 5e espèce, à dire d'experts, puisque c'est une espèce rare et que l'on n'a pas pu observer dans le cadre de cette étude de prospection qui s'appelle Rhiella helicophylla. Donc, ces espèces sont présentées ici. Sur 5 espèces, 4 sont protégées à différents niveaux, régional, national ou européen, comme par exemple Rhiella helicophylla. Et on a comparé les données de présence connues, donc au sein du SINP, avec notre cartographie, pour voir si est-ce que ces espèces sont vraiment typiques ou est-ce qu'on les retrouve dans d'autres milieux. Donc, pour 4 des espèces, l'Altenie, Rhiella et Tolipella, on a un match de plus de 50% des points connus avec notre habitat. Donc, plusieurs choses peuvent expliquer que nous n'avons pas plus, tout simplement par exemple parce qu'elles ne sont pas totalement spécifiques à ce milieu, qu'on peut le trouver par exemple exceptionnellement dans d'autres habitats, ou tout simplement parce que notre cartographie n'est pas complète. Si on prend l'exemple par contre de Rhiella helicophylla, qui est l'espèce la plus rare et la plus protégée au niveau européen, on remarque que 90% des points de présence connus de l'espèce tombent dans notre cartographie. Donc en fait, mieux prendre en compte les lagunes temporaires dans les plans de gestion permettra aussi de mieux prendre en compte et de mieux protéger efficacement ces espèces qui bénéficient déjà de mesures de protection. Ensuite, on s'est donc penché sur le fonctionnement. Si on veut pouvoir mieux gérer les lagunes temporaires, il faut mieux les comprendre, et donc mieux comprendre leur fonctionnement écologique, et essayer de comprendre quelles sont les variables environnementales qui conditionnent la présence et la couverture des herbiers, et notamment des herbiers typiques. Pour ça, 127 lagunes ont été suivies. Donc ces 127 lagunes étaient réparties sur 13 sites, réparties sur l'ensemble de la côte méditerranéenne continentale française, et elles ont été choisies pour être moitié-moitié, représentant de salins et de zones plus naturelles avec un impact anthropique moins fort. Nous avons donc 7 anciens salins et 6 zones moins impactées par l'homme. Ces sites ont également été choisis pour d'autres raisons. Déjà, ils regroupaient au moins 10 lagunes temporaires, ce qui nous permettait de mutualiser nos relevés. Mais aussi, on connaissait la présence et l'absence de macrophytes dans ces lagunes. C'est-à-dire que pour un même site, on avait des données positives de présence et des données d'absence, ce qui nous permettait d'avoir une comparaison fiable des données environnementales face aux données de présence d'espèces. Enfin, un point non négligeable, ces sites ont également été choisis pour la disponibilité et l'engagement des gestionnaires sur place à nous aider dans les mesures. C'est une zone géographique assez large. Dans les relevés, il y a eu donc des relevés hydrologiques qui ont eu lieu une fois par mois sur l'ensemble de l'année hydrologique, d'octobre 2019 à septembre 2020 jusqu'à assèchement. C'est-à-dire que si la lagune ne s'asséchait pas, ça a été suivi jusqu'à septembre. Si ça s'asséchait en juin, il n'y avait plus de relevés hydrologiques à faire. Donc, les inventaires macrophytes ont été faits au moment donc, de la reproduction des macrophytes, la zone la plus favorable à leur reproduction, entre mars et mai. Et un prélèvement pédologique a été fait dans chacune des lagunes à partir du moment où elles étaient en assec, entre juillet et août 2020. L'étude de ces données nous a permis, dans un premier temps, de mettre en évidence un temps de mise en eau moyen, qui est entre 6 à 9 mois de mise en eau, et une évaporation qui commence à être importante à partir du mois d'avril et qui est liée à une augmentation importante des niveaux de salinité dans l'ensemble des lagunes. Ensuite, quand on a essayé de comparer, tout simplement, les données de présence et de recouvrement de nos espèces avec nos données environnementales, nous avons pu mettre en évidence plusieurs choses. Déjà que
L'ensemble des espèces typiques et protégées sont plutôt anticorrélées avec notre variable d'estimation de l'eutrophisation des lagunes temporaires, et que 3 d'entre elles, Rupia maritima, Riella helicochita et Altenia filiformis, sont plutôt aussi anticorrélées avec un temps de mise en eau long. L'Ampropatanium papulosum, lui, est corrélé avec un temps de mise en eau moyen, donc peut être présent dans des lagunes à faible temps de mise en eau, mais aussi dans des lagunes plutôt à temps de mise en eau long, ce qui est cohérent avec leur présence sur les bords de lagunes permanentes, donc qui, certaines années, s'assèchent, même si la lagune en elle-même reste en eau. Ensuite, la dernière et 5e espèce qui ressortait de notre communauté d'espèces typiques, c'était Rupia cirrhosa, et celle-ci est plutôt positivement corrélée avec les variables d'eutrophisation, et aussi avec des temps de mise en eau un peu plus longs, ce qui est cohérent avec la connaissance que nous avons de sa présence dans beaucoup de lagunes permanentes. L'ensemble de ces connaissances acquises, ainsi que la concertation avec les acteurs du littoral, nous ont permis de rédiger un programme d'action en faveur de la préservation de ces lagunes temporaires méditerranéennes. Donc le programme d'action a fait l'objet de discussions dans 3 comités techniques et 4 comités de pilotage, et suite à ces concertations, à travers notamment des ateliers de discussion, nous avons pu mettre en évidence à la fois les grands enjeux de la protection de ces lagunes temporaires, les actions, les pistes d'action qu'on allait développer par la suite, et de hiérarchiser ces actions, l'importance de ces actions les unes par rapport aux autres. La relecture et la validation de ces fiches a été faite par les membres du COPIL et du COTEC. Donc, comme ça a été dit précédemment, le PRA est prévu sur 10 ans, avec une première évaluation à 5 ans, donc qui permettra notamment de réfléchir au programme d'action, le cas échéant. Et les fiches actions donc, sont réparties en 3 grands enjeux, 10 objectifs pour un total de 21 fiches actions. Alors, très rapidement, le premier enjeu donc, vise à améliorer les connaissances sur l'habitat de façon générale. Donc, tout d'abord en terminant de valider et d'affiner la cartographie que nous avons faite, pour permettre une visibilité plus fine de la répartition de l'habitat, d'améliorer les connaissances sur les caractéristiques fonctionnelles de l'habitat, notamment avec le fonctionnement hydrologique et avec les processus d'eutrophisation qui ont une importance sur la présence des espèces typiques, et notamment les espèces protégées, et l'amélioration des connaissances de la biocénose, que ce soit sur les macrophytes, mais aussi sur des bioindicateurs qui pourraient nous aider à faire une estimation de l'état écologique des lagunes. Le deuxième objectif est de préserver et de restaurer l'habitat, donc avec la mise en place d'actions de protection et de restauration qui suivront une stratégie de préservation à la fois à l'échelle globale et locale. Et enfin, donc, le dernier enjeu est de coordonner le PRA pour une plus grande efficacité en se concertant donc, toujours avec l'ensemble des acteurs du littoral, en permettant la mise en place de formations et d'informations, de sensibilisation sur ce milieu particulier. Pour la poursuite donc, du projet, donc là le programme a été monté, et donc tout d'abord la diffusion de ce séminaire, comme l'a dit Karine, sera effectuée à la suite de cette journée. La gouvernance est en discussion avec le pôle relais Lagune. Donc cette année 2022, la gouvernance est faite par le Conservatoire botanique, et donc pour les années suivantes, c'est en discussion pour soit une co-animation ou une animation totale par le pôle relais Lagune. Et cette discussion sera faite et validée au prochain COPIL à l'automne 2022. Les organismes corses ont été d'ores et déjà contactés pour un élargissement du PRA au territoire corse, et les demandes de financement pour l'animation du PRA et la mise en œuvre de ces actions ont commencé et sont en attente. Donc on remercie bien sûr tous les participants, les acteurs de terrain qui nous ont permis de mener ce travail et de faire une grosse partie des relevés. Et voilà,
Normalement, j'ai tenu dans les temps et nous pouvons passer aux questions, en espérant ne pas avoir été trop vite.